Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi comme chaque vendredi de vous retrouver pour la sortie d'un nouvel épisode, le 76e donc en ce vendredi. Mais je voulais revenir un petit peu sur ma semaine écoulée. Je vous indiquais la semaine dernière avoir vécu une semaine complète d'entraînement et mon petit doigt ou le bout de mon nez me fait dire que la forme est de retour. J'ai en plus cette semaine, je pense retrouver le top de ma motivation, sortie très matinale, 5h30 debout, 6h sur la piste à la frontale. Clin d'œil à Seb qui du côté d'Angers est un adepte de ces séances très matinales. Avec du fractionné derrière, elle est bien passée. J'ai même enchaîné mercredi soir avec une séance club que j'encadrais. Donc, satisfait d'avoir trouvé cette énergie pour se lever le matin. C'est peut-être pas grand-chose, me direz-vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui compte et c'est un signe. Vous voyez, on sent finalement que cette motivation est présente. Donc, je vais essayer de capitaliser sur ça dans les semaines à venir, même si j'ai une petite course, comme je vous l'avais annoncé, le 26 décembre sur les Foulées Bonne-Valaises en Eure-et-Loire entre Chartres et Châteaudun. Venez me rejoindre si vous êtes de passage dans de la famille à proximité, histoire d'éliminer un petit peu les excès du 24 et du 25 décembre. Alors, 24-25 décembre, c'est Noël et mon invité du jour va peut-être pouvoir vous aider à faire votre choix dans ces outils dont on ne peut malheureusement plus beaucoup se passer. Cette montre qui vous accompagne, qui vous traque, qui analyse votre sommeil, votre rythme cardiaque. J'ai eu la chance donc d'échanger avec Jérôme Maire qui est le fondateur d'un site qui s'appelle Montre Cardio GPS avec derrière plus de 7 années d'expérience dans le testing. Donc Jérôme est un militaire. Ça, c'est sa formation principale, son activité première, mais il est passionné par cette technologie, ces montres, ces outils qui nous accompagnent au quotidien. Il se balade toujours avec 2 montres, il nous expliquera pourquoi. Vous verrez qu'il en met même beaucoup plus au poignet pour effectuer justement les testings. Donc j'avais quelques questions à lui poser sur le choix des montres, sur les fonctionnalités qu'elles peuvent nous apporter et qui peuvent être utiles donc dans notre pratique de la course à pied. Donc Jérôme s'est livré gentiment à mes questions et il va vous apporter, je pense, des informations précises pour faire ce choix devant toute cette panoplie de montres qui s'offre à nous dans les différents magasins et sur les sites internet. Donc moi, je vous laisse en compagnie d'un expert en objets connectés et en montres, à savoir Jérôme Maire, fondateur du site Montre Cardio GPS. Bonne écoute à vous. Bonjour Jérôme, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors j'ai fait appel à un spécialiste de la montre, du GPS et du cardio pour un sujet que de nombreux coureurs et sportifs se posent. Quelle montre choisir? Quelle montre sera adaptée à mon activité préférée? Alors je vais te laisser te présenter et puis on va pouvoir évoquer ensuite ton quotidien parce que tu es un expert dans ces objets connectés. Bien, bonjour et puis tout d'abord, merci pour ton invitation. Ça fait quelques temps que quelques lecteurs me poussent à faire un podcast. Ça fait quelques temps que j'hésite, que je me dis que j'ai pas trop le temps et du coup en fait je fais le choix un peu du lâche, c'est-à-dire que je vais te laisser t'occuper de toute la technique et moi je vais juste te parler. Donc merci pour ça. Bien moi je suis militaire dans la vie, donc en fait je suis pas testeur ni youtubeur professionnel. Et puis il y a 7 ans de ça, j'ai décidé de lancer le blog montrecardiogps.fr qui depuis a dépassé largement tout ce que j'imaginais au départ. En fait, ça a pris une ampleur qui n'était pas du tout prévue. Enfin, voilà, j'ai pas monté de stratégie pour devenir l'expert sur le sujet. Mais finalement, de fil en aiguille, avec les évolutions de tout ce qui se passe sur Internet. Au départ, j'avais juste le blog et puis une page Facebook. Ensuite, j'ai développé une chaîne YouTube. Alors, beaucoup développée. Maintenant, la chaîne YouTube, c'est à peu près 50% des vues globales. Donc, la chaîne YouTube a acquis la même importance que mon blog. Puis est venu Instagram plus récemment.
Au fil des ans, j'ai tissé un réseau de contacts avec une dizaine de marques, ce qui fait que maintenant, je teste toutes les Coros, Garmin, Polar, Suunto, et puis Samsung, Fitbit, Stride, le capteur de puissance, les Swim Goggles de Form, qui sont des lunettes connectées. Voilà, là aussi, j'ai un peu élargi mon champ d'activité pour sortir un petit peu des montres et puis venir agréger tout ce qui est des capteurs externes qu'on connecte à ces montres, parce que finalement, ça participe à la collecte de données. Donc, ça va des brassards cardio-optiques, des lunettes de natation connectées, le capteur de puissance Stride, quelques compteurs vélo aussi, puisque après avoir fait mon premier triathlon, ou plutôt pour faire mon premier triathlon, je me suis mis au vélo de route et donc aussi au compteur GPS. Mais aujourd'hui, ça reste un hobby qui prend du temps, aux grandes dames de ma femme, mais j'essaie de lui faire comprendre que si je faisais pas ça, je ferais autre chose. Et puis voilà, quand on aime, on compte pas. Donc j'ai tellement de retours positifs de tous les gens qui me remercient pour les informations que je leur donne, les conseils que je donne, que ça aussi, ça donne envie de continuer. Et en fait, c'est ma première motivation. Alors, comment t'es venue l'idée de créer ce blog il y a 7 ans? Tu n'avais peut-être pas trouvé d'informations sur des objets type montre que tu utilisais. C'est venu d'où? C'est un peu ça. En fait, il y a 7 ans, j'ai cherché à acheter ma première montre GPS. Donc bon, ça fait longtemps que je pratique du sport, que ce soit course à pied et puis de trekking pendant les vacances. J'ai traversé la France sur le GR5, du nord des Vosges jusqu'à la Méditerranée. Mais tout ça, je l'avais fait avec une ProTrek Solar, là, donc il y avait la recharge solaire et puis un altimètre barométrique, mais il n'y avait pas de GPS à l'époque. Et quand j'ai cherché à acheter ma première montre GPS, eh bien, j'ai rapidement vu que sur le net français, alors c'est pas qu'il n'y avait pas grand-chose, il y avait beaucoup de petits blogueurs qui parlaient, mais en fait, ils partageaient le test de leur montre qu'ils avaient acheté. Puis ensuite, la semaine d'après, ils partageaient leur préparation marathon. Ensuite, il y avait le compte-rendu de course. Il y avait peu de choses très spécialisées. Et en face de ça, en parallèle de ça, il y avait DC Rainmaker, le site qui est le pionnier, Rainmaker, le premier qui s'est lancé là-dedans, sur lequel vraiment il y avait tout super complet, détaillé, des comparaisons faciles. Et donc je me suis dit qu'il y avait que finalement toutes les recherches que j'avais faites pour ma montre GPS, eh bien finalement j'avais accumulé déjà une petite quantité de savoir, et puis qu'il y avait sûrement la place pour un nouveau blog pour quelqu'un qui cherchait à présenter ça. Donc c'est venu comme ça. Et puis petit à petit, j'ai tissé des contacts auprès des marques. Donc c'est venu les unes après les autres. Et ce qui a fait que maintenant j'ai de bons contacts avec toutes les marques et elles m'envoient les montres. Voilà, ça a vraiment beaucoup évolué par rapport aux premières fois. Mais ça reste une démarche. C'est généralement plutôt dans le sens moi vers les marques que des marques vers moi. En tout cas pour le premier contact, c'est vraiment moi qui ai cherché à contacter des gens plutôt que le blog qui s'est révélé comme ça, comme étant une pépite. Non, c'est venu petit à petit. Hein. Alors aujourd'hui, combien de montres as-tu testé en l'espace de ces 7 années de création depuis l'ouverture de ton blog? Bien, tu vois, la dernière que j'ai reçue, c'est la GridTix Pro. Et donc, pour chaque test, je fais un dossier sur mon ordinateur dans lequel je mets les photos, dans lequel je mets les traces GPS pour pouvoir les comparer, etc. Et donc, chaque fichier, je le nomme avec un numéro pour qu'il se classe dans l'ordre. Et je trouve à la fin les derniers tests que je fais, et puis tout en haut, les premiers tests. Et donc, le dossier de la GridTix Pro, je lui ai donné le numéro 112. Donc, c'est comme ça que je peux te dire que c'est mon 112e test. Alors, j'ai reçu un Fitbit Charge 5 qui est le 113e, mais malheureusement, il est tombé en panne après une demi-journée d'utilisation.
Et puis, j'ai un colis qui est en route d'une Huawei Watch GT3. Et donc ça sera la 114e. Alors, on est d'accord, les montres, on te les envoie, mais est-ce que tu as dû mettre la main à la poche pour investir dans ces montres pour proposer ensuite à tes lecteurs un test? Comment ça se passe avec les marques? Alors, pas du tout, j'ai pas besoin de les acheter. Le schéma général, c'est en général les marques ou l'agence de presse qui gère les relations presse des marques m'envoie des exemplaires en test, alors totalement gratuitement. Parfois, quelquefois, c'est un exemplaire avec le hardware bêta. Donc donc des fois, c'est marqué ne peut être vendu parce que c'est une version bêta. Et puis parfois, c'est une montre avec le packaging complet, comme on pourrait trouver en magasin. Une fois que je les reçois, eh bien, je la teste. Là, je prends en général au minimum un mois. En fait, le temps d'accumuler suffisamment de données, suffisamment de traces GPS dans un peu tous les environnements, tu vois, avec du dénivelé, en forêt, en ville, etc. Faire quelques séances de natation, de vélo, de randonnée, si c'est une montre qui s'y prête, si c'est une montre un peu orientée outdoor. Donc voilà, et puis ensuite, je compare toutes les traces GPS. Donc là, chaque fois que je fais une activité sportive, j'utilise entre 2 et 4 montres pour pouvoir comparer les traces GPS et puis dire, celle-ci est plus précise qu'une autre, ou au contraire, dans tel type de situation, en forêt par exemple, elle a une moins bonne précision GPS. Je fais la même chose avec le capteur cardio. Maintenant que toutes les montres sont équipées d'un capteur cardio optique, eh bien, je les compare toujours à l'enregistrement d'une ceinture cardio-thoracique. Donc, sur les 2 à 4 montres que je prends, eh bien, ou on va dire sur les 2 montres que je teste, je prends toujours une montre supplémentaire avec une ceinture cardio et ça sera ma référence. Ensuite, eh bien, il faut l'usage quotidien. Parfois, par exemple, sur des montres connectées Wear OS comme la Suunto 7, je ne m'arrête pas juste à tester la montre brute, mais j'essaye d'explorer un peu les magasins d'applications. Donc, le Google Play Store pour une Suunto 7 ou bien Garmin Connect IQ pour toutes les Garmin et essayer de voir quelles applications on peut trouver sur le store pour pallier un défaut que j'aurais remarqué pendant le test. Tu vois. Si je dis il manque, ça a été le cas par exemple, le truc emblématique c'était DW Map sur Connect IQ de Garmin qui permettait en fait aux gens qui achètent une Venu ou une Vivo Active, il n'y a pas de suivi d'itinéraire. Et voilà, ça je m'en rends compte pendant le test. Et puis là, je peux leur dire, regardez, sur Connect IQ, il y a des milliers de watch face et d'applications. Vous pouvez explorer vous-même si vous faites des choses particulières. Par exemple, je sais pas, vous faites du roller. Je vais pas tester en roller. Cherchez sur Connect IQ s'il n'y a pas une appli spéciale pour le roller ou pour un sport un peu particulier. Et puis, par contre, je vais les pointer directement en leur disant, par contre, si vous trouvez qu'il vous manque le suivi d'itinéraire, eh bien, allez directement sur cette appli-là, DW Map, qui va vous permettre de faire du suivi d'itinéraire, alors que nativement, elle ne le fait pas. Donc, tout ça, ça me prend du temps. C'est pour ça que je fais des tests dans un mois. Et ça m'est arrivé alors, non pas refuser une montre en test, mais d'imposer mon délai. Ça m'est arrivé 2 fois, une marque qui voulait me prêter une montre pour 2 semaines. Et là, je leur ai dit non. En 2 semaines, j'ai pas le temps de faire un truc de qualité. J'ai pas le temps d'arriver à couvrir l'ensemble des possibilités, de faire des photos, de faire une vidéo. Maintenant, je fais une vidéo pour chaque test. Et donc, j'ai pas dit je veux pas cette montre en test. Je leur ai dit moi, je veux pas 15 jours, je veux au moins 4 semaines. Et bon, dans les 2 cas, l'agence de presse a dit OK, on vous l'envoie pour 4 semaines. Alors justement, par rapport à ces marques, vu que tu es testeur, tu produis ensuite vidéos, contenus, articles à destination donc des utilisateurs. Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des remontrances par rapport à des points que tu aurais soulevés et qui n'étaient pas, on va dire, très vendeurs pour une montre et pour la marque derrière? Eh bien, alors ça va peut-être étonner les gens, mais pas du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que justement on subit des pressions ou on nous impose des choses. Moi,
avant un test, on m'a jamais dit on veut que tu parles de ça et de ça et de ça et de ça. Ça arrive qu'on me donne un guide en me disant vous pouvez tester cette fonctionnalité parce qu'elle est nouvelle ou bien parce que c'est la seule montre de la marque qui fait ça. Mais jamais on m'a dit on veut que dans ton article tu parles de ça. Et ensuite, a posteriori, j'ai jamais eu aucune remarque en me disant supprime tel paragraphe parce que on trouve que c'est pas vendeur et on t'a pas donné la montre pour ça. En fait, là-dessus, je pense que ce fonctionnement, il n'est pas à mettre juste à mon crédit, hein, il est à mettre au contraire au crédit des marques. Les marques jouent vraiment le jeu, c'est-à-dire qu'elles fournissent des montres en test, mais elles achètent pas une bonne pub, quoi. Et je pense que c'est pour ça que les gens maintenant se tournent vers des blogs comme ça pour avoir des avis avant d'acheter, parce que entre une marque qui fait une superbe page de vente et puis qui ensuite paye un encart, une publication pub dans Instagram ou dans Facebook, les gens ils savent que ça reste une page de vente de la marque. Et alors que sur les blogs, ils espèrent avoir un avis neutre ou en tout cas réel, d'une utilisation réelle. Et là-dessus, je peux complètement vous rassurer, ça se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire que l'avis, il est vraiment neutre, je mets vraiment ce que je veux. Alors, j'ai quand même mon petit biais, c'est-à-dire que j'ai ma pratique sportive qui fait que je vais relever quelques défauts parce que je vais dire, par exemple, sur une randonnée pour les gens qui partent en randonnée itinérante sur 7 jours, telle montre, ça ira pas pour telle raison. C'est sûr que si vous pratiquez pas de randonnée itinérante sur plusieurs jours, alors c'est un défaut qu'il faut retirer dans votre analyse parce que ça vous concernera pas vous, ça vous empêchera pas de pratiquer votre sport. Donc voilà, la seule orientation qu'il y a dans mes tests, c'est parce que je les teste avec ma pratique sportive et que je ne fais pas de canoë. Donc souvent, j'ai souvent, par exemple, je reçois souvent des questions auxquelles je refuse de donner mon avis. C'est des gens qui font de la plongée. Et moi, je ne fais pas de plongée. Je ne sais pas ce qu'il faut absolument avoir quand on fait de la plongée, comme information, comme menu, comme robustesse. La robustesse, ok, je peux voir l'étanchéité. J'ai déjà discuté une fois avec un plongeur pendant une demi-journée, donc j'ai eu des retours, mais bon, ça, je suis même pas c'est même pas que je suis pas professionnel, que je suis amateur. C'est non, en fait, je ne fais pas de plongée. Donc sur un sport qui est aussi exigeant, parce qu'il y a quand même tout le côté sécurité. Je donne pas mon avis sur des gens qui me demandent de comparer deux montres et en me demandant laquelle est la mieux pour la plongée. Pour l'apnée, je peux le faire. Hein, descendre au fond, chercher un caillou, c'est ok. Mais sur la plongée, je ne sais pas. Et puis après, il y a ce truc qui est marrant, c'est que parfois, des gens qui m'écrivent, je découvre des sports, quoi. On m'a déjà écrit pour choisir une montre pour du shadowboxing. Alors là, j'ai dû chercher sur un Google ce que c'était que le shadowboxing. En fait, c'est comme le air guitar, mais pour la boxe. Après, j'ai des fois des questions sur, je sais pas, du roller en inline. Et donc, dans ces cas-là, je réponds aux gens par des questions en leur disant, je peux pas te répondre tout de suite parce que je sais pas quelles sont les exigences de ton sport. Donc, dis-moi de quoi tu as besoin, ce que tu aimerais avoir. Et puis ensuite, je t'orienterai vers 2 ou 3 montres qui ont ces fonctionnalités. Alors sur ta semaine, cette activité qui n'est pas donc ta profession, hein, tu l'as dit, tu exerces le métier de militaire, ça te prend combien de temps ? Combien de temps tu accordes à ce testing ? Et la particularité, parce que là, les auditeurs ne le voient pas, c'est que tu as toujours 2 montres, donc l'une à chacun des poignets. Pourquoi d'ailleurs ? Alors, je vais faire petite réponse tout de suite rapide, j'y consacre une dizaine d'heures par semaine. Donc, tu vois, depuis 7 ans, 52 semaines dans l'année, 10 heures par semaine. C'est pour ça que maintenant, mes tests sont plus faciles, plus complets et plus pertinents, juste parce que j'ai beaucoup plus de background et qu'en fait, la différence entre quelqu'un qui démarrerait maintenant et moi, c'est que moi, quand je teste une montre maintenant, je suis capable de la mettre en perspective avec plein d'autres montres.
avec des concurrentes directes, avec des montres qui ont le même format, qui sont plus lourdes, moins lourdes. Voilà. Donc, je suis capable de donner pas mal de profondeur sur les tests par toute cette expérience que j'ai accumulée. Alors, effectivement, je porte maintenant 2 montres au poignet depuis bien des années. Et en fait, c'est juste que ça me permet d'aller 2 fois plus vite. En fait, ça me permet de tester 2 montres à la fois. Donc, lorsque je sors faire une séance de sport, j'ai toujours 2 montres en test au poignet, plus j'en prends une 3e qui va me servir de référence. Donc, en fait, cette 3e montre référence, je vais la coupler avec une ceinture cardio-thoracique, ce qui va me permettre de comparer la précision des capteurs optiques des 2 montres que je porte au poignet. Et puis, parfois, souvent la fin d'année, avec le Black Friday et puis Noël, ça se bouscule un peu. Toutes les marques essayent de faire leur communication avant Noël. Moi aussi, j'essaye de sortir tous les tests avant Noël parce que publier un test le 26 décembre, c'est raté. En fait, les gens, c'était avant qu'ils voulaient l'avoir pour savoir quelle montre choisir. Donc souvent, la période novembre-décembre, ça se bouscule. J'ai beaucoup de tests. Et donc là, ça arrive que je parte même avec 4 montres, 3 en test. Ça me permet et puis une 4e, toujours en référence avec la ceinture cardio. Et comme ça me permet de comparer 4 traces GPS en même temps. L'objectif, c'est de pouvoir arriver à trouver des points faibles, des comportements un peu bizarres, souvent dans les virages, ou voir si une montre est moins bonne que les autres en ville ou dans la forêt, des choses comme ça. Alors, est-ce que ça t'arrive quand même, Jérôme, de courir et d'avoir une activité sportive sans montre, d'être vraiment libre, sans outils connectés? Alors j'ai souri parce que j'ai cru que ta question, ça allait être est-ce que j'ai le temps de courir et pas juste de répondre sur Facebook et de pondre des articles de blog et de tourner des vidéos. Alors là-dessus, j'ai la chance, étant donné que je suis militaire, j'ai la chance de pouvoir faire du sport sur mes horaires de travail. Donc en fait, c'est pas que je fais du sport que pendant mon travail, mais ça me permet, en gros, j'arrive déjà à faire facilement 50% de mon activité sportive sur mes horaires de travail. Et puis ensuite, le week-end, je vais aller faire de la randonnée, je vais aller faire des sorties vélo, ce qui permet de compléter les tests. Et du coup, j'ai oublié ta fin de ta question. Ah oui, sans montre. Alors comme j'en ai toujours plein en test et en référence, etc., je crois pas que ça me soit arrivé, mais je l'accepterais bien volontiers. En fait, je pense que j'ai fait un article un jour sur le blog, là, les gens pourront aller le retrouver. Ça s'appelait « Ne devenez pas l'esclave de votre montre GPS ». Donc, grosso modo, c'est une image qui est assez frappante, hein, mais parfois, quand je vois des messages sur les forums ou surtout les groupes Facebook, eh bien, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont vraiment esclaves de leur montre GPS. En fait, on a l'impression que c'est la montre qui remplace leur cerveau. Si leur montre leur dit de courir plus vite, eh ben, ils vont se dire « Oh putain, je tiens pas mon allure, je vais courir plus vite ». Et en fait, ils oublient tout simplement d'écouter leur corps, de suivre leurs sensations. Et puis surtout, juste de prendre du plaisir à faire du sport. Moi, je fais du sport parce que ça me plaît. Je fais pas du sport parce que je dois sortir un test lundi ou parce que je veux tourner une vidéo sur une nouvelle fonctionnalité. Moi, je vais faire du sport parce que j'ai envie de faire du sport. Et parfois, je me dis, j'ai toujours pas fait de vélo avec cette montre, mais si j'ai envie d'aller faire une randonnée avec mes enfants, je vais dire que je vais aller faire une randonnée. Je vais pas dire à mes enfants, non, restez à la maison, moi, il faut que j'aille tester ma montre sur mon vélo, quoi. Alors, ce qu'on disait en off, c'est au moment où, tu vois, il y a eu le bug géant de Garmin. Là, des milliers de coureurs se sont mis à arrêter de courir parce que la montre ne pouvait plus synchroniser. Ou alors, une sortie avec ce que tu me disais en off, hein, une batterie qui approche de la fin de vie, on peut plus courir. Voilà, c'est un truc que je trouvais fou, et ça, c'est vraiment du réel. C'est pas du on-dit ou de quelqu'un m'a raconté qu'il a vu quelqu'un. Ça, je l'ai vu sur un groupe Facebook, un gars qui disait, alors il postait une capture d'écran de Garmin Connect. Et il disait, j'étais parti pour une sortie longue, mais il restait plus que 7% sur ma montre, donc j'ai dû l'écourter. Et là, j'essaye de pas passer trop de temps sur Facebook, les réseaux sociaux. Alors, je réponds quand même à tous les commentaires qu'on fait, à tous les messages qu'on m'envoie. Ça me prend du temps, mais voilà,
j'ai une démarche où j'essaye d'aider les gens et j'ai pas envie de laisser des gens dans la difficulté. En plus, en pensant, c'est dommage, je lui ai écrit, je lui ai posé la question, il m'a jamais répondu. Voilà, ça me gêne. Donc voilà, je continue de passer du temps à la répondre, mais je réponds pas forcément sur tous les groupes Facebook aux questions qui me sont pas adressées personnellement. Mais là, pour le coup, j'ai pris mon clavier et je lui ai répondu au gars. Je dis non, sérieux, t'es vraiment rentré parce que ta montre avait plus de batterie. Tu voulais faire une sortie longue et tu l'as pas faite. Je trouve ça fou. C'est dingue. On en est là. On en est là parfois. Donc là, c'est les extrêmes. Alors, pour être très concret, et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Jérôme, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais aider les auditeurs à choisir la bonne montre? Est-ce qu'elle existe, la bonne montre, ou est-ce qu'il faut peut-être un peu plus d'éléments pour la choisir? Par quoi tu commencerais? Est-ce qu'il y a quelles sont les grandes marques déjà leaders sur le marché, celles sur lesquelles on peut vraiment y aller les yeux fermés? Eh bien, je pense que tu as formulé la question exactement comme il faut. C'est-à-dire que il faut chercher la bonne montre et pas la meilleure montre. En fait, il y a des gens qui m'écrivent des fois en me disant quelle est la meilleure montre? Et je leur dis ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais que de la course à pied, je pourrais te donner une très bonne montre à 300 euros. Si jamais tu fais du triathlon, 300 euros, du triathlon, du trail et puis de la randonnée, 300 euros, ça va être un peu juste. Et effectivement, il faudra un autre budget. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas. Je donne pas rarement en tout cas une montre comme étant c'est la meilleure montre, parce que ok, c'est la meilleure montre, mais c'est pas forcément celle qui répond. Alors soit c'est pas celle qui répond à tous les besoins de tout le monde. Tu vois, par exemple, si l'image que je reprends souvent quand les gens disent est-ce que je voudrais acheter une Garmin, vous me conseillez laquelle? Des fois sur les groupes Facebook, je vois ça. Et des fois, donc je réponds moi, je voudrais acheter une voiture, une Peugeot, tu me conseilles laquelle? En fait, ça n'a pas de sens. Si tu sais pas combien d'enfants j'ai, si tu sais pas combien de trajets je fais, si je pars régulièrement en vacances, à combien de kilomètres j'habite de mon boulot, tu peux pas me donner une nom de voiture. Tu peux pas me dire prends une Zoé, prends une Espace ou prends une Porsche. En fait, je suis peut-être célibataire, blindé de thunes. Dans ce cas-là, la meilleure voiture pour moi, ce sera une Porsche. Ou au contraire, j'ai peut-être 4 enfants dans ce cas-là, et je pars en vacances régulièrement. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt une Espace. Ou bien au contraire, j'ai peut-être déjà une voiture et je travaille à 15 km. Et dans ce cas-là, c'est peut-être une petite voiture électrique qu'il me faut. Donc à chaque fois, j'essaye que les gens fassent. Mais en fait, là où c'est pas facile, c'est que ça demande un petit effort. Finalement, écrire sur un groupe Facebook ou m'écrire à moi pour me dire tiens, j'hésite entre la Suunto 5 et la Forerunner 245. C'est quoi la meilleure? En fait, il faut faire l'effort de me dire je fais tel sport, j'ai tel objectif, et donc quelle serait la meilleure montre? Et j'ai tel budget, et donc quelle serait la meilleure montre pour moi? Donc, il faut déjà définir son profil avant même d'aller parcourir les catalogues qui sont tellement nombreux, il y a tellement de versions pour un même modèle que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Quelles seraient finalement les marques, toi, que tu as testées et qui sont très fiables, celles sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer? Est-ce qu'il y a des têtes d'affiche qui ressortent un petit peu sur le marché de la montre GPS connectée? Alors, quand on est à la recherche d'une montre, je dirais qu'il y a un peu deux points sur lesquels on va chercher et faire des comparaisons. Le premier, c'est la sélection de capteurs. GPS, altimètre. Donc altimètre, déjà, on a un choix entre altimètre barométrique ou altimètre GPS. Donc pour tous les sports qui cherchent plutôt à avoir un bon suivi du dénivelé du D+, eh bien, il faut privilégier un altimètre barométrique plutôt qu'un altimètre GPS. Après, il y a le capteur cardio-optique à compléter ou pas par une ceinture cardio, une ceinture cardio thoracique. Donc, en fait, pour tous les gens qui n'ont pas forcément un objectif d'améliorer un chrono sur un 10 km ou sur un marathon,
ces gens-là, ils peuvent se suffire d'un cardio optique. Par contre, pour tous les gens qui font du fractionné, qui cherchent à avoir un suivi précis et fiable, là, ces gens-là, il faut qu'ils achètent une ceinture cardio-optique en plus. Pas cardio-optique, pardon. Une ceinture cardio en plus. Donc, on va rajouter déjà une centaine d'euros. On a la même chose sur la précision GPS. Aujourd'hui, la majorité des marques utilisent toutes la même puce GPS. Et pour sûr, Garmin, Polar, Suunto, Coros utilisent toutes une puce GPS Sony. La raison, c'est que c'est une puce qui a révolutionné le marché il y a 2-3 ans, parce que 2 ans, je pense, parce que elle consomme beaucoup moins d'énergie et donc du jour au lendemain, l'autonomie des montres a été doublée. Voilà. Avant, une montre à 20 heures d'autonomie, il y a 5 ans, 20 heures d'autonomie, c'était déjà super bien. Là, maintenant, il n'y a aucune nouvelle montre GPS qui sort avec moins de 20 heures d'autonomie, en fait. Et on monte, la dernière, la Vertix 2, elle monte à 140 heures. C'est incroyable. Et donc, en termes de précision GPS, cette puce GPS, du coup, comme tous utilisent la même, c'est pas tout à fait le seul critère qui rentre en compte dans la précision GPS. Il y a aussi la taille et le positionnement de l'antenne qui va servir à la réception du signal. Mais globalement, ça a quand même beaucoup atténué les différences de précision entre les marques. Alors après, il y a quand même Coros qui a fait un pas, donc qui a pris un pas de plus là, sur toutes les autres avec la Vertix 2, puisqu'ils ont activé le géopositionnement à double fréquence. Donc ça fait quelques années que je commence à parler technique, mais je vais juste l'expliquer en 5 minutes. Depuis quelques années, on peut régler dans les paramétrages l'utilisation de plusieurs constellations de satellites. GPS, ensuite il y a eu GLONASS, ensuite Galileo, et maintenant il y a même des montres qui font Beidou, qui est le système chinois. Et donc ça permet d'utiliser 2 constellations en parallèle, histoire que s'il y en a une qui offre un signal moins bon, la montre elle bascule sur l'autre. Là, la nouveauté avec le géopositionnement double fréquence, c'est que la montre elle va écouter le signal sur 2 fréquences différentes pour la même constellation. Et ça, sans rentrer dans le détail, ça diminue beaucoup d'interférences et d'imprécisions et ça améliore la précision. L'autre possibilité de le faire, c'est d'utiliser un capteur de foulée qu'on place sur les lacets de la chaussure. Ça fait peut-être un peu old school parce que c'est ce qu'on utilisait avant quand il n'y avait pas de GPS sur les montres. Mais mine de rien, ça reste aujourd'hui encore le système le plus précis. Le GPS, tu vois, ça a été conçu initialement pour un usage militaire, donc on va dire pour diriger des missiles, diriger des avions, diriger des voitures. Et on a toutes ces utilisations-là, elles n'ont pas besoin d'une précision à 50 cm près. J'avais vu une étude, la dernière étude que j'ai vue, c'est la précision du GPS, c'est 3,35 mètres. Donc en gros, si tu prends une position GPS, tu peux avoir une erreur de 3,35 mètres. Et donc, nous, par contre, coureurs, en fait, on aimerait bien avoir une précision à 1 mètre près et à largement moins que 1 km/h près. Clairement, pour nous coureurs, une différence de 15 secondes sur l'allure au kilomètre, c'est énorme, c'est sensible. Mais donc, en fait, on utilise un système qui n'a pas été conçu pour être aussi précis. En fait, on utilise un système qui n'a pas été fait pour ça à la base. Donc, derrière, les marques, elles développent chacune des algorithmes pour traiter les données, pour essayer de lisser les données, essayer d'éviter les erreurs. Mais ça reste un système qui n'est pas parfait. C'est pour ça que sur certaines courses, on va voir des coureurs qui disent moi, j'ai fait le 10 km et ma montre, elle n'affiche que 9 km 950 ou alors 10 km 100, alors que je suis resté sur le parcours et que j'ai pourtant couru ce 10 km qui a été en plus mesuré et labellisé. Donc, c'est cette absence finalement, enfin pas absence, cette précision relative dont il faut tenir compte pour interpréter derrière nos résultats, nos performances et les distances parcourues. Tout à fait. Et en fait, à ce petit jeu-là, c'est toujours la montre qui a tort. Là, il n'y a pas à hésiter. Hein. Le métrage officiel d'une course, c'est toujours celui qui a raison.
on peut avoir il y a une petite zone d'incertitude sur du trail. Donc, en fait, ce que je dis, que le kilométrage est toujours juste, c'est valable pour les courses de route. Parce que là, la distance a été mesurée avec une roue plusieurs fois. J'ai regardé le protocole, c'est fou. Ils prennent même en compte la température pour la dilatation, pour compter la dilatation de la roue. Bon, là, on arrive quand même dans des trucs qui sont hyper poussés. Par contre, sur le trail, clairement, si le parcours d'un trail a juste été tracé sur Google Maps ou Géoportail ou quoi, alors là, il y a quand même un doute possible sur la distance réelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune montre qui tombera à pile à chaque fois. Ça n'existe pas. C'est tout simplement pas possible. Le système GPS, on pourra en faire un autre épisode. Non, d'ailleurs, on en avait fait un épisode sur un autre podcast avec François. Les satellites GPS, ils tournent à 25 000 km d'altitude, 25 000 mètres. Et donc, en fait, on voudrait que des satellites à 25 000 mètres d'altitude nous positionnent à 1 mètre près. Bon, c'est pas possible. Donc, concrètement, si je tiens compte de tes remarques par rapport à cette puce Sony, que l'on soit sur Garmin, Suunto, Polar ou Coros, l'interface, on va dire, de base, ce qui fait l'essence de la montre GPS, sera la même. Après, c'est que de l'enrobage et c'est le développement que les marques ont pu réaliser sur ces différents modèles. C'est ça. Alors, je vais quand même ajouter un détail parce que y a des gens qui ont cette pratique. Pour les gens qui s'entraînent sur piste, là, il y a un algorithme qui est implémenté chez Garmin et chez Coros qui apporte une précision largement meilleure que le GPS. Donc, ces deux marques-là ont un mode piste d'athlétisme qui, alors c'est pas qu'il s'affranchit complètement du signal GPS, mais en gros qui va intégrer le fait qu'un tour de piste égale 400 mètres. Donc, une fois que la montre a enregistré le point de départ sur la piste et qu'on aura fait quelques tours de piste, la montre, elle va arriver à faire la comparaison. Et si au bout d'un tour de piste, les données GPS lui donnent 410 mètres, la montre, elle effectue en temps réel une correction en disant non, c'est 400 mètres. Et si au tour d'après, le GPS dit 395 mètres, la montre dira non, c'est 400 mètres. Donc là, pour ces deux marques-là, ces deux algorithmes apportent une réelle plus-value. Donc pour tous les gens qui font du fractionné, et je sais que sur piste, on est à 5 mètres près, les gens qui font des 400 mètres, qui font du 30-30, etc., s'ils vont sur une piste, c'est justement parce qu'ils savent, ils sont capables de dire, peut-être pas à 5 mètres près, mais à 10 mètres près, ou quand on fait des 400 mètres, c'est carrément au mètre près. Et donc, c'est toujours énervant d'avoir une montre qui, à la fin de la séance, ne nous compte pas la bonne distance. Bon, eh bien, donc pour ces gens-là, sur certaines Garmin, donc les Garmin un peu haut de gamme, les Fenix 6, Forerunner 745, 945, la 245 aussi. Et puis sur les Coros, alors là, Coros, c'est valable pour toutes, même la Pace 2 à 200 €. Eh bien, pour ces gens qui ont besoin d'une bonne précision sur des entraînements sur piste, eh bien, ces deux marques-là sont à privilégier par rapport aux autres. Alors moi qui suis la légende locale du club sur la piste, donc ça c'est Strava qui me l'a dit, je vérifierai justement sur, je dois avoir plus de 3500 tours de piste depuis que j'ai synchronisé mon compte Strava, donc ça m'intéresse pour bien montrer que je fais bien des 400 mètres et pas des 350 ou des 420 comme tu le disais. Donc ça, des paramètres à prendre en compte entre tu le disais, Coros, Garmin, il y a des similitudes. Alors, si au niveau de la marque, on n'arrive pas à se déterminer, c'était la question d'Élodie et de Michael. Pourquoi plutôt choisir Garmin que Coros? Qu'est-ce que cette marque Coros a de plus? Parce qu'elle a, semble-t-il, le vent en poupe là, sur ces derniers mois. Alors, effectivement, là, tu vois, je parle beaucoup. C'est quelque chose que je sais, tout le monde me le dit. Et puis, quand on est passionné, on ne s'arrête plus. Là, tu vois, j'ai donné la réponse sur le choix des marques. Pour l'instant, j'ai traité que le côté des capteurs. L'autre volet de l'étude à faire, la petite analyse, la petite comparaison, c'est le volet des fonctionnalités.
parce que quand on compare des montres et en fonction de la pratique qu'on a, eh bien, on peut avoir besoin de programmer des entraînements sur sa montre. Donc là, tout de suite, le premier truc qui vient à l'idée comme exemple d'illustration, c'est Suunto. Suunto, on ne peut programmer que des intervalles simples. Vous pouvez faire du 10 x 30-30. Par contre, dès que vous voulez faire du pyramidal, dès que vous voulez faire 2 blocs, c'est plus possible. Donc là, si c'est une fonctionnalité que quelqu'un recherche, il peut déjà faire une croix sur Suunto. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités. Moi, par exemple, personnellement, pour mon usage, si je devais choisir une montre que je devais acheter comme étant ma montre GPS, je ne pourrais pas me passer du suivi d'itinéraire. Alors, maintenant, le suivi d'itinéraire, ça s'est quand même bien développé parce que depuis 3 ans, on a le turn by turn, donc le guidage avec la montre qui, en gros, comme un GPS de voiture, la montre qui vibre en disant attention, virage à droite dans 100 mètres. Et puis ensuite, une nouvelle vibration en disant virage à droite maintenant. Et puis, plus récemment, on a la cartographie qui commence à bien se développer chez Garmin et qui a été introduite cette année chez Coros. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, je rechercherais. Donc, je sais que je ferai une croix sur, par exemple, la Polar Vantage M. Il n'y a pas de suivi d'itinéraire. Il y a juste un retour départ, mais qui va juste donner une distance et une direction. Donc, qui va dire, par exemple, ton point de départ, il est dans cette direction à 3,5 km. Mais ça ne te dit pas par quel chemin passer. Après, tu vas un peu chercher ton chemin, prendre un coup à droite. Ah non, là, je suis trop à droite. Prochain virage, dès que je peux, j'essaie de tourner à gauche. Bon, voilà. Moi, pour la randonnée, pour juste le confort, lorsque je suis en vacances, par exemple, pouvoir dire, tiens, allez, je vais aller courir 9 km. Bon, et puis, juste de me dire, je vais pas me perdre et je vais pas faire 15 finalement, alors que j'étais parti pour 9, quoi. Bon, je trace un itinéraire et hop, je fais 9 km. Quand je vais faire une randonnée, du ski de randonnée l'hiver, c'est pareil. Juste pour le côté sécurité en ski de randonnée, je trace mon itinéraire, histoire d'être sûr de ne pas dévier, si jamais il y a un peu de brouillard, de dévier et de me trouver face à une falaise. Donc, il y a ce côté de fonctionnalité, d'analyse après l'entraînement aussi, dès qu'on veut du VO2 max, de l'analyse de charge d'entraînement. En général, beaucoup de montres en bas de gamme ne font pas le suivi de la charge d'entraînement. Donc, pour des gens qui courent une fois par semaine, c'est pas utile. C'est pas la peine de payer une montre plus chère pour avoir ça. Alors que quand on court une fois par semaine, clairement, on ne cherche pas à améliorer énormément ses performances et on n'aura pas de problème de surcharge, de surentraînement. Donc, c'est pas la peine d'avoir un indicateur. Là aussi, en termes d'usage, si c'est juste pour collecter des données, pour les regarder, mais rien en faire, c'est ce que je dis souvent. Quand on regarde les statistiques qu'on collecte, elles doivent servir à faire des choix dans l'entraînement. Dire, je fais pas assez d'endurance fondamentale, ou alors là, je suis trop fatigué pour faire ma séance de fractionné, je vais la repousser à demain. Plutôt que de se dire, je fais du fractionné tous les mardis, peut-être que notre corps, il n'est pas prêt chaque mardi à faire du fractionné. Et donc, peut-être une semaine, on le fera, ou peut-être que 4 semaines de suite, on le fera un mardi. Et puis peut-être que suite à un week-end où on a été très fatigué, mardi, on n'aura toujours pas très bien récupéré. Et dans ce cas-là, le fractionné, vaut mieux le décaler à mercredi. Ça, il y a des indicateurs maintenant avec la charge d'entraînement qui sont capables. Et puis la variabilité de fréquence cardiaque, où on peut arriver à ce type d'analyse. Mais tout le monde n'a pas besoin de ça, en fait. Alors, Coros, effectivement, c'est indéniable. Coros se développe beaucoup. Ils font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas encore très connus. Tu vois, quand j'ai publié justement il y a 15 jours, je crois, une petite étude sur la notoriété des marques juste à travers des données de recherche Google. Et en fait, on se rend compte que Coros, c'est 2% des recherches. Donc, j'ai regardé les recherches qui sont faites sur Garmin, Polar, Suunto, Coros et Fitbit. Et en fait, si on prend 100 recherches qui sont effectuées aujourd'hui sur ces 5 marques sur Google, en fait, il y en a 2 qui concernent Coros.
Donc Coros, clairement, ne va pas remplacer Garmin en 2022. En revanche, là, ce qui fait qu'on parle beaucoup et de plus en plus de Coros, c'est que, en 2 ans et demi, ils ont rattrapé Suunto et Polar, clairement. Donc pour moi, ils n'ont pas encore la profondeur d'analyse et de fonctionnalité dans leur montre, dans leur application que Garmin. Mais par contre, maintenant, en termes de fonctionnalité pour un usage sportif, ils sont, selon moi, au même niveau que Polar et Suunto. Et voire même, si on opte pour la dernière Coros, la Vertix 2, qui a introduit le géopositionnement par double fréquence, donc une meilleure précision GPS, un capteur électrocardiogramme qui permet d'avoir une mesure plus précise de la variabilité de fréquence cardiaque. Donc là, pour les gens qui font le suivi de charge d'entraînement par la variabilité de fréquence cardiaque, c'est plus précis, encore une fois. Et puis la cartographie, puisqu'ils ont introduit un fond de cartographie sur cette Vertix 2. Là, en fait, Polar et Suunto, ils n'ont rien à mettre en face. Et une autonomie énorme, puisque la Suunto 7 est une concurrente de Garmin avec la cartographie, mais elle a une autonomie qui va de 8 à 12 heures. Donc, pour les gens qui partent faire un week-end de randonnée, ça passe pas. Si on fait de la petite randonnée, c'est bon. C'est très confortable. La cartographie est vraiment très belle. L'écran AMOLED, c'est un super confort de lecture. Par contre, 8-12 heures d'autonomie pour des gens qui font une semaine de vacances à la montagne, qui font un week-end avec une nuit en refuge, ça va pas aller. Alors que pour le coup, la Coros Vertix 2, avec 140 heures d'autonomie et la cartographie, voilà, ils sont du coup passés, en tout cas pour cet usage-là. Coros, ils sont très orientés montagne. Hein. Leur CEO, il fait de l'escalade en haute paroi. Donc, ils ont une orientation très montagne. Ils mettent un verre saphir sur toutes leurs montres. Alors, à l'exception de l'entrée de gamme à 200 euros, mais toutes les autres montres, dès 300 euros, elles ont une vitre saphir qui est inrayable. Quand on sait que ça, c'est juste cet élément-là, chez Garmin, par exemple, ça fait une différence de 100 euros entre le modèle avec saphir et sans saphir. On se rend compte que Coros, qui propose du saphir et du titane dès 300 euros, là aussi, en termes de hardware, ça permet d'avoir, pour le même prix qu'une autre marque, à fonctionnalité égale, ça permet d'avoir une belle montre plutôt qu'une montre tout en plastique avec un écran rayé. Alors après, même si Coros offre aujourd'hui de belles perspectives, on est forcément attaché à un système d'exploitation, à des menus, pour programmer. Moi, j'ai eu une Garmin qui était la 305, donc qui était un gros pavé posé sur le poignet. Ensuite, j'ai eu la 235. Maintenant, c'est la 245. Je suis attaché à Garmin et je m'étais peut-être dit, mais à tort, je vais perdre toutes mes données, tout mon suivi, tous mes tracés. Est-ce que quand on est pratiquant et qu'on a débuté avec une marque, il est difficile de basculer sur un autre système? Tu as tout à fait raison. Et il y a deux explications à ça. La première, c'est que ça reste aujourd'hui encore difficile de transférer des données, tout ton historique de Garmin, de le transférer chez une autre marque. Ça reste très difficile. Ou alors, il faut passer par des outils payants. Et généralement, quand on achète une montre à 600 euros, on n'a pas envie de payer encore, je ne sais pas combien, pour faire un transfert. Alors ça, maintenant, c'est un petit peu atténué par la démocratisation des plateformes génériques type Strava, TrainingPeaks ou Nolio. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on peut se contenter d'avoir une montre comme outil de captation de données et puis ensuite aller faire son analyse sur Strava ou aller faire son analyse, si on veut, une plateforme plus poussée en termes d'utilisation d'entraînement sur TrainingPeaks ou Nolio. Et là, on peut... Moi, tous mes comptes sont synchronisés sur Strava. Donc, je dois avoir alors tous ceux qui le permettent. Donc, j'ai en tout cas pour sûr Garmin, Polar, Suunto, Coros qui transfèrent les données vers Strava. Ensuite, l'autre raison, c'est plus une raison d'usage. Comme tu le dis, quand on est habitué à aller dans le menu
menu, paramètres, plus, et puis de trouver un réglage, et ben c'est parfois déconcertant de se retrouver avec un nouveau menu dans la montre, une nouvelle appli. Et puis là, on le voit très bien sur les forums, sur Facebook, des gens qui disent bon voilà, je suis passé de telle marque à telle marque. Avant, sur telle appli de ma première marque, j'arrivais à configurer ça à tel endroit. Comment on fait maintenant avec telle marque? Et alors, pour faciliter tout ça, c'est ce qui a été un peu le déclencheur il y a 2 ans et demi, quand j'ai créé les groupes Facebook. Je ne suis pas un héros, mais j'ai une. Et puis tu remplaces après Par le nom de la montre, suite. ouais. Voilà, la suite, tu mets Garmin, Polar, Suunto, Coros, Stride, Samsung. Euh, mon objectif, c'était justement que des gens qui ont rencontré le même problème puissent venir aider les autres. Parce que, notamment sur tous les problèmes de connectivité, Bluetooth, etc., des gens qui me disent j'ai acheté une nouvelle Garmin, ou bien j'ai acheté un nouveau téléphone Huawei et j'arrive pas à connecter là. En fait, je leur réponds moi j'ai un iPhone, donc en fait, je vais pas pouvoir t'aider. Par contre, va sur le groupe je ne suis pas un héros, mais j'ai la marque de ta montre. Et puis là, repose ta question et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui a un téléphone Huawei et qui va pouvoir te dire comment il a dépanné son truc. J'étais dans ce cas-là, toi. J'avais la Garmin et un téléphone Huawei et pendant de nombreuses années, la synchronisation ne se faisait pas ou très partiellement. Donc, c'est un petit peu rageant. Quand tu as fait ta séance, tu peux pas la faire remonter. Bon, le correctif a été réalisé, mais avec tes groupes d'entraide, là, tu remplis justement une mission, c'est-à-dire aider les utilisateurs à se dépatouiller parce que c'est pas toujours simple pour configurer, programmer ces outils. Oui, parce qu'avec le temps, toutes les applis, elles ont gonflé. Il y a de plus en plus de fonctionnalités. Les marques ont un peu du mal parfois à réadapter leur architecture, leur structure de menu ou bien tout simplement leur interface graphique. Donc finalement, ça devient juste plus complexe, quoi. Mais en même temps, les gens, ils sont demandeurs de cette complexité. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais remarqué pendant longtemps, c'est que les gens arrivaient facilement à basculer d'une marque X vers Garmin parce qu'ils retrouvaient au moins toutes les fonctionnalités qu'ils connaissaient avec leur marque X. Et ensuite, ils découvraient les nouveautés Garmin. Et en revanche, la bascule dans l'autre sens, c'était plus difficile parce que les gens étaient habitués à avoir plein. Des fois, c'est des petits trucs à la con, de personnalisation de l'interface ou quoi. Mais les gens étaient habitués à avoir ça sur Garmin Connect et puis ils me contactaient en disant maintenant, comment je fais ça sur Polarflow? Comment je fais ça sur l'appli Suunto? Et cette année, je trouve donc effectivement il y a de plus en plus, alors de plus en plus parce que forcément on partait de zéro, ouais, mais il y a de plus en plus de gens qui basculent de Garmin vers Coros. Et les gens qui basculent de Garmin vers Coros, je les vois plus se plaindre de ce problème-là, alors que je le voyais depuis des années. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens basculent au moins en partie, là, au moins une partie des raisons qui font qu'ils basculent vers Coros, c'est pour retrouver une simplicité d'usage. En fait, Coros, étant encore petit, peu d'expérience, et justement une application qui n'est pas devenue boulimique, tout ça fait que les réglages dans la montre et l'utilisation de l'application, ça reste simple. Et donc finalement, des gens qui avaient l'habitude d'utiliser leur Garmin depuis 10 ans, qui trouvaient que c'est devenu de plus en plus compliqué, là, ils basculent sur Coros et ils sont contents d'avoir basculé. À l'image d'outils informatiques, hein, un tableur Excel, Word, il y a des choses dans ce programme-là qu'on ne va pas utiliser et on sous-utilise un logiciel de traitement de texte ou tableur. Pour la montre, on va être à peu près dans le même constat, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de fonctionnalités, elle fait beaucoup de choses, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quand je vois moi des sportifs qui arrivent au club avec des montres Phoenix pour faire du trail, de la haute montagne, alors qu'on habite dans le Loiret, je me dis, est-ce qu'ils en ont besoin? Toi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix de la voiture, est-ce que c'est adapté à ma pratique? C'est ça qu'il faut prendre en compte également. Oui, voilà, moi, tu vois, là, tu viens de redonner un autre exemple, et je le dis souvent en souriant, mais moi, j'ai un usage de Word et Excel qui date de 95. En fait, j'ai découvert Word et Excel avec Windows 95 pendant mes études.
Alors attends, je sais pas en quelle classe j'étais en 95, mais non, en 95, j'utilisais encore pas l'ordinateur pour mes études. C'est venu après, mais on avait Windows 95 et puis Word, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, Word 95 ou Office 95, on va dire. Euh, mais en fait, maintenant que j'ai Windows 7, Word 300, Office 365, en fait, je continue d'écrire mes rapports dans Word de la même manière, la mise en page de la même manière, et sur Excel, j'utilise quelques fonctions, mais qui sont toujours les mêmes, quelques fonctions de mise en forme, quelques fonctions automatiques, mais que je connaissais déjà dans les années 2000. Tu vois. Donc en fait, il y a eu plein de développements et plein de nouveaux outils. À chaque fois, je me suis juste adapté à l'interface. Alors oui, des fois, tu râles parce que ce que tu avais l'habitude de trouver dans révision et correcteur orthographique, maintenant, ça s'appelle, je sais plus quoi, là, mais j'ai découvert, là, il y a pas longtemps, j'ai changé d'ordinateur et j'ai découvert que ça avait changé de nom. Donc le vérificateur d'orthographe. Donc bon, mais c'est juste que je m'adapte à l'interface. En fait, j'utilise pas plus d'outils maintenant qu'il y a 20 ans, quoi, en fait. Alors, en termes de budget, Jérôme, combien il faut consacrer pour quelqu'un qui viendrait vraiment à débuter sa première montre? Bon, on va encore le redire, ça va dépendre de la pratique, mais quelqu'un qui se met à courir, qui commence une activité running, pour peut-être pouvoir quand même programmer, toi, des séances qui soient de qualité avec du pyramidal, des choses qui vont évoluer avec sa pratique pour qu'il ne soit pas limité dans la première année, dans la deuxième année. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller et quels seraient les grands axes pour valider son choix? On a parlé, hein, l'autonomie. Après, le support, il est vraiment indépendant avec Garmin qui a sa façon de procéder. Suunto, c'est peut-être un petit peu plus sommaire. Coros qui se développe bien. Mais quels seraient les grands piliers d'un choix de montre finalement? En fait, aujourd'hui, je pourrais conseiller une montre à 200 euros pour probablement 90% des gens. Alors, avec deux options. D'un côté, la Coros Space 2 et de l'autre, la Garmin Forerunner 55. C'est deux montres à 200 euros. La Garmin Forerunner 55, elle est plus orientée vers le néophyte. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de fonctions de conseil, il y a des suggestions quotidiennes d'entraînement. Donc, en fait, là, la montre, elle devient un petit peu intelligente et au lieu de collecter les données et de te laisser faire l'analyse, bah, quelqu'un qui ne connaît pas, il n'en fera pas grand-chose. Et bien là, elle va collecter les données et puis elle va te dire, tiens, aujourd'hui, bah, tu n'es pas fatigué, tu es en forme, ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné et puis tu as bien dormi. Donc, je te propose une séance au seuil ou je te propose une séance de fractionné. Et puis, au contraire, un autre jour, elle va dire, ben, ok, t'as pas forcé hier, mais t'as pas très bien dormi. Peut-être que tu as fait la fête samedi soir. Et donc là, aujourd'hui, je te propose plutôt de récupérer ou bien de faire un petit footing léger de 28 minutes. Donc ça, tu vois, 200 euros, très bien pour les néophytes. En face, j'ai dit que j'avais mis la Coros Space 2. Elle est aussi à 200 euros, mais elle se destinerait plutôt au contraire aux gens qui savent faire leur entraînement. Parce que bon, c'est une montre qui, selon moi, a pas mal dynamité le marché, hein, parce que 200 euros, on peut aller jusqu'à programmer des entraînements à la puissance. Donc, en fait, elle mesure la puissance au poignet. On peut y connecter un capteur de puissance Stride. Et puis, on peut programmer tout type de séances dans l'application, aussi bien des séances de course à pied, vélo, natation, musculation. Donc, tu vois, là, même pour le triathlète, et elle a un programme triathlon. Donc, en fait, là, pour celui qui fait un triathlon une fois par an, et puis qui se dit, tiens, je m'entraîne au cardio, je veux programmer mes entraînements, mais en même temps, je commence à être attiré par la puissance, et ben voilà, même chose, 200 euros. Ça reste un budget qui est quand même accessible quand tu vois des tarifs à 650, 700, 800 euros. Faut peut-être l'assurer, la montre, si on part courir et qu'on la percute ou qu'on la fait tomber, c'est un petit peu dangereux. Donc là, 200 euros, ça reste raisonnable. Voilà. Et puis, vous rajoutez une petite protection d'écran à 3 euros commandée sur n'importe quel site Internet, là, histoire d'assurer le côté en protection contre les rayures. Alors après, qu'est-ce qu'il y a qui va faire monter le tarif? Déjà, le truc tout simple,
On peut me dire, bon, ben, je suis désolé, mais ces deux montres-là, moi, je les trouve pas belles. Effectivement, ça, le côté design, look, et puis les goûts et les couleurs, c'est un truc, c'est pas rationnel. Donc là, j'aurais beau dire tout ce que je veux. Si on me dit, bah non, moi, je préfère le look d'une Phoenix 6 pour quand je suis au bureau, je veux acheter une Phoenix 6. Bon, bah, ok, bah, achète une Phoenix 6. Donc, ce côté look, le côté métal, tu vois, d'avoir une lunette en métal, etc. Voilà, jolie montre. Jolie montre, ça, forcément, ça coûtera plus cher. Ensuite, on a le côté robustesse, où maintenant, bah, il y a des montres qui ont une vitre en saphir. C'est-à-dire que là, cette fois, le verre de la montre est inrayable. En fait, d'ailleurs, j'ai dit verre. La première fois, j'ai dit vitre. C'est pas du verre, justement, c'est du saphir. Donc là, le saphir ne peut être rayé que par du diamant. Donc, à part quelques petites exceptions, j'en ai vu quelques-unes sur le net, mais vous pouvez considérer que c'est inrayable. Maintenant, on a aussi des montres qui répondent à la norme, alors ça s'appelle 1000 STD 810. C'est une norme de robustesse de l'armée américaine. Donc là, j'avais fait une vidéo super sympa avec la Garmin Instinct, qui était la première montre qui répondait à cette norme. Et elle résiste au choc. Donc en fait, je l'ai laissé tomber du 4e étage. Je ne sais pas si tu vois le 4e étage. C'est pas juste le premier étage. Tomber 4 étages, elle marchait toujours. Je l'ai mise au congélateur, elle marchait toujours. Je l'ai mise dans une bouilloire, elle marchait toujours. J'ai fait le choc thermique, donc passer du congélateur à directement la bouilloire, elle marchait toujours. Donc voilà, côté robustesse. Ensuite, il y aura l'autonomie. Alors, l'autonomie, je suis le premier à dire que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont besoin de plus de 60 heures d'autonomie. 60 heures, je suis désolé, 60 heures, ça permet déjà de faire l'UTMB. Donc, me dire qu'on a besoin de plus de 60 heures d'autonomie, il y a quand même pas beaucoup de gens qui ont besoin de tout ça. C'est autonomie en plus en activité. C'est pas uniquement la montre que l'on porte au poignet au quotidien. Donc, quand on parle d'autonomie, c'est sur ce critère-là. Voilà. Sauf que je mets quand même un astérisque parce que plus on a d'autonomie, plus on aura à recharger la montre moins souvent. Et là, je suis le premier à considérer que recharger sa montre tous les jours ou tous les 2 jours, c'est gonflant. Et globalement, je pense qu'une fois par semaine, ou on va dire 5 à 7 jours, je pense que c'est pas mal. Et donc effectivement, pour des gens qui font beaucoup de sport, ça fait déjà beaucoup d'heures de sport en 5 à 7 jours. Quoi. Donc l'autonomie, c'est plus pour le confort. Après, il y a toutes les fonctionnalités connectées, parce que là, on a parlé de sport depuis le début du podcast, mais il y a le côté lecteur de musique, il y a paiement sans contact, la météo, tu vois, toutes ces choses-là. Par exemple, lecteur de musique, alors là, il faut bien regarder, parce qu'il y a des montres qui ont un lecteur de musique intégré, donc avec des MP3 qu'on transfère depuis son ordinateur. Mais maintenant, il y a de plus en plus de gens qui passent par des plateformes de streaming. Et donc là, en fonction de la plateforme qu'on utilise, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, le choix se réduit. Il y a de moins. Toutes les marques ne sont pas compatibles avec Deezer, par exemple. Alors, tu vois, pour la musique, Jérôme, j'avais pris moi la 245 donc version musique que je n'ai jamais utilisée puisque je prends bien souvent le téléphone dans la poche arrière du short avec mon casque. Donc là, exemple type, Seb qui prend une montre pour la musique, mais je m'en suis jamais servi. Donc aujourd'hui, je le vois plus comme un gadget. Donc elle a cette évolution-là. J'ai dû payer peut-être un petit peu plus, mais ça ne m'a jamais servi. Oui, tout à fait. En fait, moi le premier, moi je sors toujours avec un téléphone, ne serait-ce que pour prendre des photos pour mes tests. Et finalement, mon téléphone ayant une meilleure autonomie que ma montre, en fait, si j'ai une montre avec lecteur de musique et mon téléphone, bien souvent, je préfère mettre 10 heures sur mon téléphone et connecter le casque Bluetooth à mon téléphone plutôt que de faire tourner ma montre et en me disant ah ouais, mais alors si j'écoute 2 jours de suite la musique en faisant du sport, il va falloir que je la recharge tous les 2 jours au lieu de tous les 6 jours. Non, fais suer quoi. Ensuite, on en a parlé pendant le podcast, le suivi d'itinéraire, avec maintenant l'extension cartographie. Ça, la cartographie, c'est encore une option qui coûte cher maintenant. Ça se démocratise. Moi, franchement, je suis bluffé par la vitesse avec laquelle la cartographie a pénétré le marché. C'est Garmin qui a lancé ça. Alors, ça remonte à il y a longtemps avec les Pix, mais ça n'avait pas trop marché. Ensuite, ils l'ont intégré à quelques Phoenix. Maintenant, avec un peu plus de Phoenix, toutes les Phoenix Pro et les Phoenix Saphir. Et en fait, je suis bluffé par le nombre de gens qui sont prêts à payer aussi cher pour avoir la cartographie. Et là encore, on peut revenir à l'histoire du téléphone. Les gens qui me disent
ouais, je fais de la randonnée et donc je voudrais une montre avec la cartographie pour être sûr de ne pas me perdre. Je leur dis, ouais, ok, si tu fais de la randonnée dans le Loiret, tu n'auras aucun problème de couverture avec ton téléphone et tu auras un écran plus grand. Ça sera beaucoup plus confortable d'utiliser ton téléphone que d'utiliser une montre avec un petit écran de 3 cm. Donc là aussi, tu vois, il faut relativiser. C'est cher et pourtant, il y a beaucoup de gens qui maintenant achètent une montre parce qu'elle a la cartographie. Moi, j'ai été étonné de la vitesse à laquelle ça s'est développé. Alors, est-ce que les montres, à l'image des batteries de téléphone, vont au fil du temps perdre dans leur capacité de stockage suite à une charge? Est-ce que ça va s'estomper? Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce que tu as constaté dans les différents tests que tu as fait, au bout de 200, 300, 400 charges, une diminution de cette capacité à garder l'énergie? Alors là-dessus, je ne peux pas beaucoup parler de mon expérience personnelle parce que je change de montre très souvent. Généralement, donc un test d'un mois et puis après bon, comme j'utilise toujours une montre référence, là, par exemple, là, quand je fais du ski de randonnée ou je pars en vacances et que je sais que je vais faire beaucoup de rando, je reviens toujours à une montre avec la cartographie. Donc, je ressors souvent ma Fenix 6X Pro Solar, mais j'ai pas de recul et en tout cas, ma Fenix 6X Pro Solar, elle a beaucoup moins de charge dans le buffet que quelqu'un qui l'utilise tous les jours parce que c'est sa seule montre. En revanche, alors il y a ce que je sais de manière théorique et puis il y a ce que je vois sur les forums. Et donc, les deux se rejoignent. De manière théorique, toutes les batteries au lithium, elles perdent de leur capacité avec le temps. Ça, c'est clair. Et on voit sur les forums que des gens, après 3 ans, disent « Ah putain, je suis dégoûté, j'ai été faire un trail, j'ai fait 37 heures et j'avais ma montre X qui tient normalement une autonomie de 40 heures et en fait, au bout de 33 heures, elle s'est éteinte. » Bon, voilà, c'est l'exemple concret, quoi. C'est quelqu'un, voilà, une montre au bout de 3 ans, elle a perdu plus que 1 ou 2% de sa capacité, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte. En revanche, il y a un gros mythe qui est assez tenace. C'est le fait des gens qui disent il faut décharger complètement la montre pour la recharger complètement, faire des cycles vraiment complets et jamais recharger une montre en cours de route. Bon, ça, c'est complètement faux parce que maintenant, toutes les montres ont des batteries au lithium et donc des batteries au lithium ont plus ce problème de mémoire où il fallait les décharger complètement avant de les recharger. Ça, c'était des batteries d'ancienne génération. Maintenant, les batteries au lithium, il n'y a plus besoin. Si, pour une batterie au lithium, que tu fasses 5 recharges de 20% ou une recharge de 100%, c'est pareil. En revanche, une batterie au lithium, elle se détériore si tu la laisses à 0% trop longtemps. Donc, tu vois, des gens qui utiliseraient encore leur montre GPS que pour le sport, et puis ils se blessent, par exemple, ils se blessent sérieusement, ils font plus de sport pendant 6 mois, mettons, il ne faut pas laisser la montre dans un tiroir pendant 6 mois. Il vaut mieux la recharger un petit coup de temps en temps pour la remonter à peu près à 70-80% et pas la laisser tomber en dessous de zéro. Enfin, pas en dessous de zéro. Si on la laisse trop longtemps à zéro, alors il y a des cellules dans la batterie qui peuvent cramer définitivement. Et là, dans ce cas-là, vous ne retrouverez jamais les 100% de capacité. Et sur donc ces utilisations de montres, comment on peut finalement avoir des informations cardio qui soient fiables? Est-ce que ces capteurs cardio qui ont vu le jour depuis quelques années, on peut vraiment prendre ces informations-là comme des bonnes informations ou c'est lié à un algorithme, un positionnement de la montre? Enfin, il y a des tutos, peut-être que tu en as fait également sur tes vidéos, de bien placer à 1 centimètre de l'os du poignet la montre avec une orientation spécifique. Est-ce que ça joue ou est-ce que c'est, on va dire, plutôt de l'informatif? Et pour avoir des informations fiables au niveau cardiaque, tu l'évoquais en début d'épisode, la préférence sera portée sur une ceinture thoracique. Alors moi, je lutte contre les gens qui disent les capteurs optiques, c'est de la merde. En fait, c'est pas ça. La vraie façon de le dire, c'est pas fait pour remplacer une ceinture cardio dans toutes les utilisations. Donc, en fait, il y a des utilisations pour lesquelles ça marche très bien
Et puis, il y a des utilisations pour lesquelles ce n'est pas aussi fiable qu'une ceinture cardio. Là où ça marche très bien, c'est pour mesurer le cardio en continu 24 heures sur 24. Ça, alors pour des très sportifs pourraient dire oui, mais ça, je m'en fous. Ben, en fait, non. Déjà, ça te permet d'avoir ta fréquence cardiaque au repos, au réveil. Donc ça, tu vas pouvoir l'utiliser dans la définition de tes zones cardio. Ensuite, ça permet, maintenant, certaines montres permettent, grâce à ça, de mesurer la variabilité de fréquence cardiaque. Donc là aussi, en termes de mesure de la récupération du corps, ben, c'est une information en plus que tu n'as pas si tu utilises une ceinture. Ou alors une ceinture, c'est contraignant. Il faut que tu fasses un relevé de variabilité de fréquence cardiaque avec ta ceinture au réveil le matin. Donc en fait, tu vas mettre ta ceinture, tu vas te recoucher dans ton lit, tu vas lancer l'enregistrement. Bon, en fait, là, tu as la possibilité avec un cardio optique de faire tout ça automatiquement. Et après, pour les petites astuces de positionnement, effectivement, faut pas que ça soit trop proche de l'os du poignet parce que le cardio optique, il mesure pas le flux sanguin là où il y a trop d'os. En fait, plus il est sur du mou et mieux c'est. Là où c'est flagrant, c'est les brassards cardio-optiques. Maintenant, il y a des marques, Polar par exemple, là, le Verity Sense. Et en fait, c'est un capteur optique d'ancienne génération. C'est le même capteur optique qu'ils utilisaient sur leur montre il y a 3 ans. C'est le même. Et pourtant, comme il est placé sur le biceps ou sur l'avant-bras, il a une fiabilité qui est équivalente aux ceintures cardio. Et là, j'ai plein d'enregistrements, j'ai fait plein de tests. Ça marche super bien. Donc, pour les gens qui sont un peu, alors soit qui ont des problèmes d'irritation du fait de la ceinture cardio, soit qui trouvent ça juste pas confortable, soit parce que, comme ils sont taillés en V, l'été, quand ils suent, ça glisse. Bon, ils n'ont qu'à faire moins de muscu. Ça, c'est une option. Et sinon, l'autre option, c'est de passer au brassard cardio-optique. Et ça marche super bien. Alors, selon moi, ça marche super bien, en tout cas mieux qu'au poignet, pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est positionné plus sur du muscle que sur une zone un peu osseuse. Et la deuxième, c'est que c'est un brassard qui est élastique. Et donc, ça permet de bien plaquer le capteur optique sur la peau. Parce que comme c'est un capteur optique, en fait, c'est un capteur qui émet de la lumière et qui mesure la lumière qui est renvoyée. Et donc, on voit bien qu'il suffit de le soulever un petit peu, il y a un petit peu de lumière qui rentre par le côté, et puis du coup, ça fausse la mesure, quoi. Et donc, comme quand on court, on bouge les bras, en fait, je me rends compte, au travers de mes tests, que en général, plus une montre est lourde, moins bonne est la fiabilité du capteur cardio-optique. La montre à 200 € de la même marque, juste en entrée de gamme, elle marche vachement mieux en fait. Mais c'est juste que là, à 200 €, elle est plus petite, c'est tout du plastique, elle est plus légère. Et du coup, quand on la serre, elle ballotte plus. Elle est super, le capteur il est bien posé sur la peau et donc il fait bien son boulot. Quels seront, de ton regard de testeur, les évolutions pour l'année à venir ou les années à venir? Vers quoi on va tendre avec ces montres toujours plus connectées, toujours plus de fonctionnalités? Si tu as, toi, déjà des infos à nous transmettre. Alors, tu vois, il y a quelques années, je faisais des espèces de prédictions sur qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine Suunto, qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine Garmin, etc. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça parce que, alors je le fais quand il y a des fuites et puis que j'ai quelque chose sur lequel m'appuyer, mais j'ai arrêté d'essayer de faire des prédictions parce qu'en fait, maintenant, les fonctionnalités sont déjà tellement avancées qu'elles couvrent en fait tous nos besoins. Et du coup, c'est impossible de savoir quelle sera la prochaine nouveauté. Tu vois, Pace Pro de Garmin, je pense que personne n'avait jamais imaginé un truc comme ça, ne l'avait jamais vu venir. Fuse Track de Suunto, une montre qui fait une trace GPS, mais sans relevé de position GPS, c'est pareil, personne ne pouvait l'imaginer. Donc voilà, c'est devenu trop compliqué. En fait, maintenant, les idées, elles viennent, elles germent dans la tête d'un passionné qui a une pratique et qui se dit tiens, attends, mais en fait, moi, j'ai besoin de ça. Mais du coup, moi, j'arriverai pas à deviner ce que lui arrivera à deviner, quoi. Parce que ce que lui a en tête. Donc, pour ce qui est des évolutions, la seule chose dont on peut parler, alors après, sinon, sur Internet, on trouve plein d'articles creux qui disent la prochaine Fenix 7, elle aura un écran meilleur, une meilleure autonomie et plus de fonctionnalités sportives.
Ouais, bon, ok, tu peux dire ça, tu peux appliquer ça à toutes les montres. En fait, on espère tous qu'elles auront une meilleure autonomie, un écran avec une meilleure résolution. Bah oui, forcément, ça évolue. Bon, ça c'est quand même creux, quoi. Euh, donc, néanmoins, là maintenant, je pense que à l'avenir, la tendance, elle est maintenant vers le suivi santé. C'est-à-dire que tous les besoins sportifs sont couverts. Et on essaye maintenant d'élargir ça à juste le bien-être quotidien, la bonne mise en forme, tu vois, le côté fitness, vie saine, etc. Et puis, du coup, il y a pas mal de nouveaux capteurs qui arrivent avec ça. C'est l'électrocardiogramme, c'est tout ce qui est mesure du stress par l'induction, la bioimpédance, c'est la mesure de l'oxygénation sanguine qui maintenant est encore pas beaucoup utilisée. En fait, les capteurs existent, mais en fait, on nous balance une donnée sans nous faire aucune analyse. Or, l'objectif avec ce capteur, c'est d'arriver à détecter, par exemple, les apnées du sommeil. Les montres, ils sont équipées d'un micro. Maintenant, elles sont même capables d'enregistrer les ronflements la nuit. Donc, tu vois, quand tu combines tout, tu es fatigué au réveil, tu as une mauvaise oxygénation sanguine et tu as eu des ronflements par intermittence, il y a un algorithme un jour qui arrivera à dire attention, peut-être que vous faites de l'apnée du sommeil. C'est aussi les capteurs de pression artérielle. Donc là, ça commence à arriver. Il y a Valencel qui a intégré ça dans un. Valencel, c'est un fabricant notamment de capteurs cardio optiques qui équipe la majorité des Suunto actuellement. Et donc eux, là, ils ont développé un algorithme pour mesurer la pression artérielle. Il y a la dernière Samsung que j'ai testée qui le fait, alors qui nécessite quand même une calibration. Il faut aller chez le médecin, il met le brassard autour du bras, on calibre la montre, et puis après, la montre est capable de refaire des mesures sans mettre le brassard autour du bras. Il y a aussi la mesure du glucose. Donc là, il y a des capteurs, il y a un capteur externe qui est Super Sapiens, qui se fixe sur le triceps. Et puis, il y a une mise à jour. Alors, c'est pour ça que je suis fâché que mon Fitbit Charge 5 soit tombé en panne, parce que Fitbit a sorti une mise à jour cette semaine, là, où ils annoncent qu'ils font une mesure du niveau de glucose sanguin. Et là, pour le coup, ce serait le premier dispositif au poignet capable de le faire. Donc, ça m'intéresse, mais j'arriverai à le tester d'ici Noël, voilà, quand j'aurai réussi à le faire remplacer. Donc voilà, tu vois, c'est l'arrivée de beaucoup de nouveaux capteurs qui ouvrent encore après derrière un champ des possibles en termes d'analyse qui devient énorme. La généralisation un peu plus, tu vois, de la variabilité de fréquence cardiaque et de l'utilisation de la puissance en course à pied. Là, maintenant, toutes les marques, Garmin, Polar, Suunto, Coros, sont capables de mesurer la puissance en course à pied. Alors, ils ont toutes des algorithmes différents. Il y a Stride, on peut rajouter Stride ensuite, qui est un capteur externe qui permet de le faire. Néanmoins, il y a encore peu de gens qui utilisent réellement la puissance en course à pied pour leurs entraînements. La grande majorité des gens utilisent encore le cardio. Tu vois, là, il y a encore des évolutions. Et puis, en termes de cardio, la variabilité de fréquence cardiaque qui permet d'avoir une mesure de l'état de récupération et pas juste le résultat d'un calcul. En fait, quand notre montre nous dit après une séance, on vous recommande 26 heures de récupération, ça reste un calcul, c'est pas une mesure. Tu vois. En revanche, la variabilité de fréquence cardiaque, j'ai fait un article là-dessus. J'ai enregistré ma variabilité de fréquence cardiaque tous les jours pendant 28 jours. Et puis, j'ai mis ça en relation avec mes séances de sport. Et on voit très bien que la variabilité de fréquence cardiaque répond ou réagit à mes instants de fatigue. Sur la période, j'ai fait un marathon, donc on voit très bien que elle est dégradée à l'issue du marathon. On voit très bien qu'après une grosse sortie vélo, c'est pareil. Et puis, en revanche, on voit très bien que une journée de repos et ça y est, je regagne en récupération. Donc là, c'était intéressant. Et pourtant, il y a encore peu de gens qui gèrent leur charge d'entraînement sur un programme. Donc cette fois, c'est sur un programme d'entraînement sur une saison, par exemple. Il y a encore très peu de gens qui gèrent leur charge d'entraînement avec la variabilité de fréquence cardiaque. Et pourtant, c'est possible. Donc tu vois, il y a plein de capteurs qui existent et qui sont encore sous-exploités parce que c'est pas rentré dans les mœurs, dans les habitudes, voilà. Et puis ensuite, il y a des nouveaux capteurs qui arrivent et qui vont encore permettre de faire plus de choses, quoi.
au regard de toutes ces nouveautés, j'avais juste une dernière question avant que l'on puisse conclure cet épisode. C'était une question de Hugues qui me demandait donc une question pour toi, Jérôme. Il fait du triathlon. Il a un besoin donc d'une cartographie. Est-ce qu'il penche vers la Forerunner 945 ou la Fenix 6 ou une autre par rapport à ce que toi tu pourrais lui apporter comme réponse? Eh ben, ma recommandation pour cet usage-là, c'est la Forerunner 945 pour la principale raison du facteur de forme. En fait, elle est plus petite et surtout moins épaisse. Et ça, quand on doit retirer sa combinaison de natation, eh ben, c'est chiant d'avoir un gros boîtier de Fenix qui accroche le bout de la manche. Donc, je recommande plutôt la version petite, donc Forerunner 945. Et puis, s'il veut un côté ludique, motivation et qu'il est un peu geek, eh ben, il peut même prendre une 945 LTE. Elle est encore plus petite. Et puis, Garmin a ajouté pas mal à exploiter la connectivité LTE. Donc, LTE, c'est la connectivité 4G, hein, qui va permettre de recevoir, de faire du live track sans téléphone. Donc, il pourra être suivi pendant une course. Et puis, il pourra recevoir des messages d'encouragement pendant la course. Donc, des gens, depuis leur téléphone, pourront le suivre en direct. Et puis, lui envoyer un message, allez, vas-y, dernier tour de piste pour la course. Et puis après, c'est l'arrivée. Et puis, toi, tu reçois ça en notification sur ta montre. Donc, bon, c'est un côté amusant. Ça apporte rien de très... ça apporte rien en vue de la performance. Mais c'est un petit côté amusant si jamais ça le tente, quoi. Très bien, Jérôme. Merci pour tous ces conseils. Il y aura d'autres questions, je pense, et peut-être d'autres sujets d'épisodes parce que ce domaine des montres connectées GPS est très, très vague en soi et très, très vaste. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à prendre en compte que on peut s'y perdre. Et c'était ma volonté de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour nous apporter des réponses précises, ce que tu as très bien fait. Et on sent le côté militaire. C'est carré. Les analyses qui sont faites, elles sont hyper précises et vous trouverez donc pas mal d'informations. Je te laisse nous redire sur quel réseau donc on peut te retrouver. Donc, l'adresse du blog, c'est montre-cardio-gps.fr. Mais sinon, Montre Cardio GPS, on me trouve à peu près partout. Donc, sur Facebook, la page, c'est Montre Cardio GPS. La chaîne YouTube, Montre Cardio GPS. Le compte Instagram, Montre Cardio GPS. Et puis, je pense que si on tape dans Google Montre Cardio GPS, on doit aussi trouver facilement le blog. Jérôme, un grand merci pour ces nombreux conseils pratiques que tu as pu nous dispenser à travers cet épisode. Et j'invite les auditeurs à venir vers toi s'ils ont d'autres questions. Tu réponds à tous les commentaires, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Alors, pas forcément en direct. En général, je fais ça en gros. Donc, j'attends d'avoir... En gros, je procrastine pendant quelques jours et puis au bout de 3-4 jours, je me dis, allez, je réponds à tous les messages et là, je m'y mets une soirée et je déroule tout. Un grand merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.